on va accueillir en fait nos psychologues, psychiatres et psychologues. Allez, venez. En fait, on voulait s'interroger sur finalement que pour les patientes, mais aussi pour les proches, on réalise peut-être mieux comment être accompagné. Alors, il faut peut-être qu'on se mette un fond d'écran différent, mais je ne sais pas faire. Voilà, comment ça se passe. Il n'y a pas de slide, on vous met juste un petit fond joli, rose. Donc, finalement, sur un certain nombre de sujets clés que vous retrouvez au quotidien dans vos échanges, etc. Comment ça se passe à l'hôpital, comment ça se passe en ville. Voilà. Donc, on va vous passer les micros portables, ça sera plus facile. Catherine se présente et son association aussi, bien sûr. Alors, bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi, j'ai perdu ma voix là depuis ce matin. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Comment Je suis donc Catherine Adlertal, je suis oncopsychologue et oncosexologue et présidente de l'association Étincelle, Rebondir avec un cancer, qui est une association qui a fêté ses 20 ans cette année et qui offre entre 20 et 30 soins de support aux femmes atteintes de cancer et à leurs proches pendant et après la maladie. Voilà, donc ça y est, je me suis présentée. Nous, on s'est présenté ce matin, donc c'est peut-être pas la peine qu'on y revienne. On est Anne Brédard-Silvidolvo, des collègues de l'équipe de psycho-oncologie de l'Institut Curie dans le département de soins de support. Et peut-être, l'idée, donc on a vraiment un truc informel où le but c'est que vous puissiez échanger avec nous. Et peut-être on avait 3 minutes pour dire chacun un peu qu'est-ce qui... Je pense que les 2 questions auxquelles on est censé répondre, c'est quel est le genre de questions que les femmes viennent nous poser dans le cadre hospitalier ou dans ton association ou en ville, concernant la question de la communication aux proches au sens large. Et après, le deuxième volet, c'est comment on peut aider. C'est ça? C'est à peu près ça. Alors, est-ce qu'on commence par l'externe? Voilà. Donc, en fait, les questions qu'on nous pose souvent quand, à l'hôpital, en tant que clinicienne, c'est comment, je ne m'adresse pas à vous pour moi personnellement, mais pour mes enfants. Comment est-ce que je peux parler à mes enfants de mon diagnostic de cancer? Quels sont vos conseils par rapport à cette demande? Donc ça, c'est une première question. Et donc, comment on fait face à ce type de questions? Alors moi, je dirais peut-être que d'emblée, en fait, c'est clair que pour un enfant, un parent qui a un cancer, c'est quelque chose qui est très insécurisant. Mais ça va, on entend pas. Je crois que ça dépend de l'âge aussi. Et ça, ouais. Vous n'entendez pas? Ah, oui. Donc je disais que dans notre unité de psycho-oncologie à l'Institut Curie, comme ailleurs dans d'autres centres de lutte contre le cancer, souvent la demande peut être comment je peux informer mes enfants de mon diagnostic de cancer. Alors nous, première chose, c'est que on sait très bien que le fait qu'un enfant ait un parent qui a un cancer, c'est très insécurisant pour l'enfant. Mais pour pouvoir parler avec son enfant de ce sujet-là, c'est clair que soi-même, étant déjà très bouleversé émotionnellement, c'est peut-être d'abord un travail sur soi-même, en fait, avant de voir comment nous, en tant que personne, on accueille cette information de diagnostic de cancer pour pouvoir ensuite en parler avec les enfants. Donc ça, c'est première étape. Oui, et peut-être pour compléter, je pense que c'est vrai que très souvent les femmes viennent nous dire qu'elles ont ce désir de protéger. Donc l'idée quand même souvent, mais c'est vous qui allez nous dire comment vous faites, évidemment, parce que c'est vous qui êtes là, les expertes, mais peut-être l'idée qu'on puisse travailler sur quel est l'enjeu de vouloir essayer d'éviter de parler, faire comme si, essayer de cacher. C'est vrai que c'est souvent des réflexes qui se mettent en place un peu rapidement au début en tout cas, mais je pense que ça peut, ce que Anne vient de dire, correspondre à ce moment où on est soi-même tellement sidéré, où on n'a pas encore pu élaborer ce qui nous arrive, et du coup évidemment qu'on est très démunis a fortiori pour aller en parler à d'autres. Anne parle des enfants, mais avant il peut y avoir le conjoint, le partenaire, ses propres parents. Les parents. Exactement.
Et donc je pense que nous, on essaye toujours effectivement de repasser par déjà légitimer ce moment tellement effractant qu'il faut du temps, là encore et toujours, la notion de la temporalité, et puis remettre les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que les personnes parfois viennent nous dire « aidez-moi, donnez-moi des conseils », comme si on était en capacité à donner des conseils généraux sur comment vous allez transmettre une information aussi délicate à vos proches. Et je pense que vraiment le message, mais ça va paraître totalement trivial pour vous, c'est qu'il n'y a pas de recette et que tout dépend de la façon dont on communique de façon plus large dans sa famille. Tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment du cas par cas. Moi, j'ai pas mal de patientes qui n'osent pas en parler à leurs enfants, qui n'osent pas en parler à leurs parents, parce qu'elles me disent, voilà, mes parents sont âgés, je les protège, je leur ai rien dit. Bon, les enfants, le problème, c'est que les enfants sentent. C'est-à-dire que quand on a un cancer, effectivement, bon, il y a une ambiance à la maison qui n'est pas tout à fait la même que quand tout va bien. Il y a des chuchotements au téléphone, il y a des choses comme ça, et les enfants le sentent. Et un enfant, ça se construit sur la confiance réciproque que les parents ont, lui en ses parents. Et si on cache, cette confiance peut être entamée. Et ça, c'est vraiment c'est important de le dire. Et aussi, je voudrais dire que ça dépend de l'âge des enfants. On ne s'adresse pas de la même manière à un enfant de 3 ans qu'à un ado ou un enfant de 10 ans. Mais aussi, il y a les bébés. Les bébés, c'est important parce qu'il faut parler aux bébés. La maman, elle est stressée, elle peut avoir des moments de découragement, elle est pas bien, etc. Le bébé le sent. Donc il faut lui expliquer que c'est pas de sa faute au bébé. Je crois que c'est vraiment très important de déculpabiliser les enfants et d'essayer de leur parler. Maintenant, comme tu as très bien dit, c'est du cas par cas et qu'on n'a pas de recette miracle. Chacune fait comme elle peut. Donc, pour redire, c'est vrai que c'est difficile de communiquer avec ses enfants, ses proches. Et d'autant plus justement parce que la communication peut être différente selon l'âge et c'est pas toujours facile d'estimer quels sont les besoins en fonction de l'âge, comment est-ce qu'on peut comprendre le niveau de développement de l'enfant, et donc c'est vrai qu'on peut effectivement dialoguer avec un psychologue, avec un service pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut adapter sa communication avec le patient. Alors, je propose que sur ce thème qui est quand même très précieux, et vous êtes nombreuses aussi dans la salle, certainement avoir été confrontées à cette question, je ne sais pas si vous avez envie de partager peut-être quelque chose qui vous a aidé, ou voilà, moi je sais que je retiens souvent cette phrase que je trouve assez jolie, c'est qu'à un moment donné, pour les enfants notamment, il faut dire la vérité avec des mots gentils. Et c'est toute cette subtilité pour maintenir cette confiance et dire des choses sur sa situation qui est difficile et en même temps qui est absolument nécessaire pour vivre ensemble et traverser les différentes étapes de la maladie et des hauts et des bas qui sont finalement aussi la réalité de la vie avec un cancer du sein métastatique. Alors je ne sais pas si certaines ont envie de poser une question, de partager quelque chose sur cette question autour des enfants. Alors moi, comment j'ai vécu l'annonce par rapport à mes enfants, c'est vrai que ça a été quelque chose de très compliqué, mais je me suis fait aider aussi par les psychologues, et je pense que ce que je vais dire là n'a rien de nouveau, mais j'ai trouvé que c'était vraiment sympa de le faire comme ça. Je l'ai beaucoup fait avec les livres. Pour mes enfants, alors moi ils avaient 3 et 6 ans, donc forcément celui de 3 ans, j'ai pas fait la même chose avec celui de 6 ans, mais celle de 6 ans comprenait bien les choses, et c'est vrai que moi j'ai trouvé la force à travers les livres de pouvoir le dire, parce que pour moi c'était la chose la plus compliquée à faire dans tout mon parcours, c'était de parler de ça à mes enfants. Donc je me suis dit il va me falloir de l'aide et c'est à moi de le faire, parce que mon mari aurait pu le faire, mais je voulais le faire. Et je me suis dit toute seule je n'y arriverai pas, il me faut un lien pour pouvoir le faire. Et mon fils, qui était plus petit, j'ai essayé plutôt d'imager en lui disant que, voilà, c'est la psy qui m'avait dit ça aussi, de dire que j'avais eu un gros caillou dans mon sein et que le caillou, maman l'avait opéré. Donc je lui ai montré un caillou que j'avais trouvé dans la rue. Et ce caillou, lui, à chaque fois, il sait que le mauvais est parti et que là, c'est parti pour guérir. Et c'est quelque chose dont il me parle encore fréquemment. Il a 7 ans maintenant. Et il me dit toujours, ah oui maman, c'est vrai, ton méchant caillou, on te l'a enlevé. Donc je lui ai expliqué que maintenant il y avait des autres petits cailloux qui étaient venus se mettre ailleurs, mais que maman elle prenait un traitement pour justement que ces cailloux restent bien tranquilles et ne grossissent pas.
Et c'est vrai qu'en fait, d'avoir mis une image sur ça, ça leur a permis, eux, de matérialiser et de vivre les choses. Et comme vous dites, voilà, après, chacun fait comme il peut, mais moi, je leur ai jamais menti sur rien. Et dès que je passe un examen, je leur dis, voilà, maman a passé un examen, ça s'est passé comme ci, comme ça. Et voilà, je pense que c'est important de se faire aider parce que moi, j'étais vraiment démunie et que c'était vraiment quelque chose de compliqué et que j'avais pas, voilà, je me dis c'était à moi de le faire et je tenais vraiment à le faire, mais que parfois on peut avoir besoin de petites aides et de, voilà. Il y a quelque chose qui peut être aussi intéressant, et je trouve que c'est pas mal, mais bon, après, il faut du temps et tout, c'est que le médecin voit les enfants, enfin l'oncologue, et leur explique la maladie de maman. Ça, je pense que c'est pas mal aussi. Je crois que c'est ce que vous faites ici, non ? Donc, je vais... Systématiquement du tout. C'est vrai que c'est plus fait dans des situations de maladie avancée, quand il y a beaucoup de symptômes et qu'on propose à la famille de venir avec la patiente à l'hôpital de jour et qu'on a du temps en fait, pour dérouler les choses, où on invite à ce moment-là toute la famille. Et effectivement, parfois, la maman peut avoir l'idée qu'il faut absolument que son enfant ou ses enfants rencontrent un psycho-oncologue spécialisé dans la prise en charge des enfants. Et notre réponse, elle est souvent que non. Non, peut-être c'est utile que cet enfant ou ces enfants viennent voir le lieu de soins de leur maman, ce qui se passe, la tête des médecins, la gentillesse des soignants, enfin bref, le contexte dans lequel la maman vit ses soins à l'hôpital, en tout cas pour la partie hospitalière, puis après il y a la partie à la maison, et que parfois c'est plus l'aide va plus venir justement de ce contact direct avec l'équipe médicale qu'avec le psy spécialisé. Parce que pour enchaîner, alors nous on est assez convaincus, et puis il y a quand même beaucoup de travaux aussi de recherche sur cette question de qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est aidant, qu'est-ce qui est le plus efficace pour aider les familles dans un contexte de cancer métastatique. Et ce qu'on montre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas du tout le recours à un super spécialiste qu'on ne trouverait que dans 4 lieux de grandes villes en France, qui va être fonctionnel. C'est plutôt soutenir, ce qu'on appelle soutenir les programmes de soutien à la parentalité, c'est-à-dire faire le travail avec la maman et le conjoint quand il y en a un évidemment, et peut-être d'autres membres de la famille, pour leur montrer, et en échangeant avec eux en première ligne, sur comment ils le sentent, qu'est-ce qu'ils perçoivent de leur enfant. C'est quand même eux qui sont... C'est vous qui êtes les mieux... Enfin, chaque maman est la plus experte pour savoir comment ça se passe dans la communication avec son ou ses enfants. Et donc les programmes qui existent et qui sont les plus efficients, en fait, c'est des programmes qui ne s'adressent pas directement à l'enfant, mais qui s'adressent aux parents. Et parfois, une séance va suffire où on va juste parler de tout ça et montrer à cette maman ou à ce couple que voilà, ils font parfaitement bien tout ce qu'ils ont à faire et que ça a l'air de suffire largement. Après, évidemment, il peut y avoir des cas très particuliers où un enfant va avoir des troubles majeurs. Dans ce cas-là, on pourra toujours avoir un psy derrière. Mais... Là, je vous interromps un instant déjà pour vraiment remercier sur ce partage d'expérience. Et je crois qu'il y a plusieurs petits livres qui s'adressent aux tout petits, aux moyens, etc. Et c'est vrai que c'est très précieux pour aider à trouver des images, etc. Je crois qu'il y a une question, je vais te passer. Mais moi, je voulais aussi redire une chose que je trouvais intéressante en tant que patiente, c'est que parfois, on se dit, moi, je vais y arriver, j'ai trouvé le petit livre, je vais parler aux enfants. De toute façon, j'adore mes enfants, je m'en occupe le mieux que je peux. Mais moi, j'avais découvert aussi dans mon expérience alors, je ne suis pas en situation métastatique, mais j'étais quand même assez jeune avec des enfants petits quand je suis tombée malade. Et en fait, je me suis rendu compte en tant que maman que parfois, d'aimer ses enfants, ça ne suffit pas. Et que pour divers, on va dire, problèmes qui ont pu avoir lieu après, de comportement ou quoi, quand les traitements étaient en cours, eh bien, finalement, de trouver un espace de parole possible entre un enfant et un psychologue a permis de désamorcer complètement les choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses que les enfants ne veulent pas nous dire à nous. Et c'est pas toujours évident de s'en rendre compte. Donc, parfois, on va réussir à bien faire le début, puis on se sent démuni à d'autres moments. Comme les conjoints, d'ailleurs. Voilà. Donc, du coup, je passe le micro. Mais comme quoi, il faut dépasser parfois ses propres idées reçues. Je voudrais juste dire quelque chose avant, excusez-moi. C'est que, alors, du côté de la patiente, il faut aussi la déculpabiliser. Bon, il y a beaucoup de femmes qui se sentent coupables d'être malades par rapport à leurs enfants. Oui, qu'est-ce que je leur fais vivre, etc., etc. Et vraiment, il faut bien qu'elles comprennent qu'elles sont victimes et non pas coupables. Et donc, il faut aussi déculpabiliser les mamans. Je crois que c'est très important aussi. Voilà, donc moi, je me fais le relais d'Internet, en fait, des messages en ligne. Donc, il y a un témoignage d'Émilie qui explique que dans son centre à Nancy, on peut demander un entretien avec un psychologue, un art-thérapeute et un oncologue pour une rencontre avec les enfants. Elle en a bénéficié et elle témoigne que c'est plutôt très important, que ça s'est très bien passé.
Et ensuite, il y a une remarque de Sandra, qui a un adolescent de 13 ans avec lequel elle a dit la vérité, mais avec humour et toujours de l'humour. Donc elle dit que toutes les blagues sont autorisées sur le sujet. Je suis d'accord, c'est très sympa, l'humour, c'est un très bel outil, mais encore faut-il en être capable. C'est pas forcément très facile et c'est pas toujours évident. Moi, en tout cas, quand j'ai ce genre de demande dans ma consultation... Ah, pardon, je me sens coupable. Et on a beaucoup de gens en ligne, donc il faut vraiment parler aussi pour les gens en ligne. Mais du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, quand on accueille une maman qui a effectivement cette problématique, je pense que l'idée, c'est vraiment de la remettre au centre de l'histoire. C'est vraiment elle qui va nous dire comment ça se passe. Je pense que ce qui est important, parce que parfois, les mamans viennent vite, elles nous demandent des choses très concrètes, parce qu'à la sortie, il va falloir aller chercher l'enfant et lui dire des choses. Et donc, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette étape-là, où on propose à la maman de nous dire comment elle vit les choses, où est-ce qu'elle en est dans son parcours, son intégration de tout ce qu'elle a compris de ce qui lui arrivait. Et puis, moi, l'autre chose que je fais très, très régulièrement, c'est, en gros, vous êtes confronté à un événement de vie qui est majeur, qui fait vraiment rupture avec peut-être votre quotidien d'avant. Comment, dans votre vie, vous avez eu éventuellement d'autres événements, que ce soit des événements de santé ou d'autres événements de la vie que vous avez jugés disruptifs, et comment vous en êtes sorti? Qu'est-ce qui vous a le plus aidé? En gros, c'est-à-dire, je ne tiens pas avec ma recette à moi de psy qui vous découvre pour la première fois, mais je m'appuie sur qui vous êtes, comment vous faites, et qu'est-ce qui, dans votre vie, vous a le plus aidé. Et je pense que voilà, c'est une manière de répondre indirectement, mais qui probablement peut aider pas mal, il me semble. Bien sûr. Si je peux me permettre, il y a une question sur Internet, et je pense que la personne est particulièrement inquiète. Elle demande, est-ce que la qualité de l'annonce du diagnostic préjuge de l'état psychique de l'avenir de la patiente? Oui, c'est un autre sujet. Alors, vous avez 2 minutes. Là, on digresse un peu, hein, c'est pas... voilà. Écoute, je pense qu'il n'y a pas de bonne annonce. Il y a des annonces qui sont moins mauvaises que d'autres. Je crois que c'est Nicolas Albi qui disait... annoncer un cancer, c'est dire quelque chose qu'on n'a pas envie de dire à quelqu'un qui n'a pas envie de l'entendre. Voilà. Mais effectivement, si un oncologue, la personne qui annonce, prend son temps, répond aux questions, laisse la place au silence, à la détresse, etc., la suite du parcours va peut-être être un petit peu moins compliquée, je ne sais même pas si on peut dire ça, hein. En tout cas, la confiance va peut-être s'établir plus facilement et du coup, ça va être effectivement moins difficile. J'allais dire plus facile, mais comme c'est pas facile de toute façon. Moi, j'aurais quand même envie de répondre à cette maman que je prends acte et j'entends dans ce qu'elle pose comme question qu'elle doit se sentir très malmenée et très très en détresse aujourd'hui au moment où elle pose cette question-là, et que peut-être la première chose, c'est qu'elle puisse s'occuper d'elle-même et prendre soin de ce qu'elle vit et voir quelles sont les ressources autour d'elle. Est-ce qu'elle a un conjoint, des parents, des amis, d'autres personnes, femmes qui ont eu des cancers qui pourraient aussi la soutenir, des associations. Bref, qu'elle passe par cette étape-là absolument incompressible avant d'aller plus loin. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont cette espèce de désir impérieux ou d'idée qu'il faut absolument tout de suite communiquer aux autres, mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà être en état de le faire. Digérer déjà. Il faut avoir digéré. Oui. Et puis alors, comme vous disiez, la confiance. Oui. Rétablir un peu une confiance avec rétablir la confiance avec l'oncologue avec lequel la personne est en contact. Donc rétablir la confiance. Et à part les enfants, il y a aussi les proches, c'est les enfants évidemment, mais c'est aussi les parents, c'est aussi le conjoint, c'est aussi les amis et éventuellement les collègues. Donc, je ne sais pas, Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Alors, moi, je pense... Oui. Une question. En fait, ma question, c'est faut-il vraiment tous dire? C'est un peu comme dans un couple, faut-il vraiment tous dire? Avec les enfants, faut-il vraiment tous dire aussi? Moi, je m'interroge. Lors de mon premier cancer, lors de mon premier cancer, mes enfants étaient petits et du coup, je ne me suis pas sentie d'annoncer la chose. Je ne sais pas si c'était le meilleur truc à faire, mais en tout cas, je ne me suis pas sentie de le faire. Et là, maintenant, ils sont grands, donc on en a parlé et je leur ai annoncé une partie de la chose.
C'est-à-dire, j'ai pas annoncé les métastases parce que voilà, le cancer, je trouvais que c'était déjà suffisamment lourd à porter que de raconter les métastases, parce que c'est des choses, j'ai envie de dire ici, on est un peu tous habitués. Hein, j'ai des métastases au cerveau, j'ai des métastases aux os, mais quelqu'un qui reçoit ça, c'est terrible. Et il y a quand même une notion de préserver les gens et de préserver son entourage, en fait. Oui, mais enfin, la question qu'on se pose toujours, je ne sais pas si vous serez d'accord, c'est est-ce qu'on préserve en se taisant? Je ne sais pas. Moi, ma réaction, ce serait d'abord, on n'est absolument pas là pour juger si vous avez fait bien ou pas bien. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il est. Et peut-être que ce que j'aurais envie de vous répondre, c'est qu'il me semble que ce qui est important, in fine, c'est que vous puissiez petit à petit dérouler votre histoire au fur et à mesure, enfin, en fonction d'un rythme qui vous appartient et qui vous est propre et qui dépend de aussi votre configuration familiale. Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait besoin de, entre guillemets, ce qu'on appelle nous en psychoncologie la patate chaude. Quand on a un truc qui nous angoisse tellement, un des trucs habituels, c'est de le renvoyer à l'autre, la patate qui brûle nos doigts et qu'on envoie au suivant. Donc si on fait ça avec ses propres enfants, effectivement, on prend bien plus de risques que d'attendre, de temporiser. Pourquoi pas de ne pas dire tout de suite parce que c'est pas mûr, mais en ayant en tête que comme ils savent plein de choses et qu'ils comprennent, ils ressentent et qu'ils vivent avec vous, enfin je sais pas, c'est votre cas, mais donc ils partagent l'histoire du cancer métastatique, ils sont dans la même cellule familiale, donc que ça vaut sans doute la peine de pouvoir dérouler l'histoire à votre rythme et que petit à petit, ils soient complètement en phase avec ce que vous vivez. Ah, évidemment, pas de la même manière unique et la même pour tous en fonction de leurs âges, etc. Après, il y a évidemment des distinctions qui s'opèrent, peut-être aussi selon votre manière habituelle de communiquer avec vos différents enfants. Parfois, un parent est beaucoup plus dans la communication avec un de ses enfants, moins avec l'autre, ça passe plus par le jeu, par des activités partagées, ou. Et ça encore, ça vous appartient. Oui, puis d'abord, ça dépend ce que vous appelez tout. Quand vous dites je leur ai pas tout dit. Bien sûr qu'on ne va pas rentrer dans des détails voyez, de soins, etc. Mais c'est aussi important, je crois, d'interroger l'enfant. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que, voilà, si tu as des questions, tu me les poses et là, il faut répondre. Enfin, je crois que c'est important. Voilà, il y a des enfants qui réagissent aussi très différemment. Il y en a qui, enfin, surtout les ados, ils peuvent réagir par de l'agressivité, par d'évitement. Il y a des enfants plus jeunes qui continuent à jouer pendant que vous leur annoncez et qui font comme si ils s'en fichaient, alors que c'est pas vrai. Ils l'ont quand même intégré. Vous voyez? Donc c'est aussi s'adapter à l'enfant. Mais je crois que c'est aussi important de pouvoir dire à l'enfant, si tu as des questions, n'importe quelle question, tu peux me les poser. Il va peut-être pas forcément les poser tout de suite, il va peut-être les poser d'une manière totalement incongrue, je sais pas, X temps après. Voilà, c'est ça, la communication, c'est dans les deux sens aussi. Alors, on a une remarque, un partage d'expérience ici. Je voulais juste dire, par rapport à la patate chaude, que c'est justement un truc où les associations, le réseau Mon Réseau Cancer du Sein, mais aussi toutes les associations où on se connaît, je crois que c'est un endroit où les patientes viennent lancer leur patate chaude en disant « Ici, je peux le dire, tout le monde comprend, et ça ne fait pas de dégâts dans ma famille. » Et ça me permet déjà d'avoir annoncé, par exemple, une mauvaise nouvelle, un traitement qui ne marche plus. On le met là, on a les copines qui comprennent un peu, et ça permet de réfléchir à bon, alors maintenant, comment je fais pour et de prendre un tout petit peu de temps, et ça libère un peu. Ça, c'est voilà pour la patate chaude, et je passe tout de suite la parole. Oui, merci. Non, moi, je voulais juste un peu dézoomer le propos parce que je me disais en nous écoutant que finalement, le choc de l'annonce pour un enfant ou même pour un conjoint ou pour la famille, il n'est pas du tout le même selon le degré d'éducation qu'on a à la question de la maladie. Et je pense que, on en parlait tout à l'heure, moi il se trouve que voilà, je suis malade, mais j'ai eu la chance, et je dis bien la chance, d'avoir une mère handicapée, de vivre en tant que fille et en tant qu'aidante avec la maladie depuis toute petite, m'arme aujourd'hui d'une façon très singulière et très différente par rapport à ce que j'ai à traverser. Je n'ai pas attendu d'avoir un cancer métastasé pour parler de la maladie et que ce soit un sujet dans notre famille et avec mon conjoint et avec mon fils. Et je crois que cette question de l'éducation à la maladie et de l'acceptation du fait que la maladie, ça fait partie de la vie, le cancer, ça fait partie de la vie, le handicap, ça fait partie de la vie, et ben il faut pas attendre d'être malade pour se le dire. Et vous parliez des petits livres. Je crois que la question de l'éducation, mais aussi de la pratique culturelle, il y a des spectacles, il y a des livres pour les jeunes et pour les moins jeunes, la question des récits, de comment on va
sans attendre encore une fois ce moment de crise de l'annonce, mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire récit de nos histoires, c'est quelque chose de fondamental qui aide après, dans l'intimité, à dépasser ces moments de crise. Alors, je crois qu'on a explosé le compteur du temps. Et du coup, on est un peu préoccupé, mais on a décidé plutôt que de gâcher, j'allais dire, le thème qu'on avait prévu sur une absence de temps, qui était autour des proches, pour finalement plus s'interroger sur les besoins, l'expérience des proches. On propose d'en parler peut-être à la toute fin, quand on va réagir à la dernière étape de notre journée, qui est de regarder le film qui va être proposé par Ose, et de pouvoir profiter donc d'un petit temps de pause maintenant. Et on vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine pour vraiment explorer, en donnant beaucoup de temps à cette approche de comment accompagner... les besoins des proches, que ce soit les enfants, mais aussi les conjoints. Oui, les proches, c'est beaucoup de personnes. Voilà, qui ont vraiment besoin. Alors, on va avec Dominique, on a toute l'année aussi pour vous donner des informations, notamment à travers les réseaux sociaux du collectif 1310. On avait fait l'année dernière une webconférence sur ce thème. On a une infographie aussi qui est pas mal. Et on a, avec l'association Patients en Réseau, en fait, on va lancer dans quelques semaines un nouveau réseau social, Mon Réseau Cancer Proche, qui va permettre aussi de travailler un peu différemment cette question. Donc au lieu d'en parler maintenant, on en parlera vraiment bien l'année prochaine, parce qu'on pense que c'est majeur et qu'on a beaucoup à faire pour mieux accompagner finalement nos soutiens du quotidien dont on a tant besoin, et qui nous disent aussi que parfois ils sont très déroutés face à la maladie, qui sont parfois peu entendus, peu accompagnés par les soignants, alors qu'ils sont nos piliers du quotidien. Et souvent, on sait aussi que les aidants, sur le long terme, en fait, surtout quand la maladie devient plus chronique, peuvent eux-mêmes s'épuiser, voire mettre en sourdine leurs propres besoins, de faire du sport, de s'amuser, mais aussi de prendre soin de leur santé. Donc il y a même la volonté de peut-être anticiper un temps pour la santé des proches aidants, des patientes et patients qui sont suivis par un cancer du sein métastatique. Donc, vous voyez, c'est un énorme sujet qu'on ne peut pas balayer en 2 minutes. Souffle pour ne pas s'essouffler. Voilà, il faut qu'ils souffrent pour ne pas s'essouffler. Donc ça sera le grand thème de l'année prochaine, c'est promis. On vous propose une petite pause avant le temps fort de cette fin d'après-midi. On va pouvoir découvrir le film qu'Aurélie va nous présenter, et surtout rééchanger tous ensemble par la suite.